Salut, c'est Marley et Ipti. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entre nous, le format interview d'entre deux podcasts. On y invite des étudiants entrepreneurs pour t'inspirer et te motiver dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Vers la fin de son bachelor en management de l'hôtellerie, il saisit l'opportunité professionnelle que lui tend sa meilleure amie pour commencer une carrière en management de l'influence en freelance au sein de l'agence Babylone. Il continue sur sa lancée en intégrant en 2021 un master en marketing et management qu'il réalise en alternance, toujours dans l'agence Babylone. Aujourd'hui, sa carrière est en train de décoller et il rencontre de grands noms de l'influence. On accueille aujourd'hui Victor Keroas. Salut Iti, salut Victor. Victor, dis-nous un peu comment tu vas. Salut Marley, salut Ipti, enchanté. Salut. Ça va très bien. Enchanté Est-ce, aussi. est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour compléter la super bio que vient de nous faire Marley? Bien sûr, il a déjà dit pas mal de choses sur moi. Alors j'ai 22 ans et je suis étudiant auto-entrepreneur. J'ai fait un cursus dans l'hôtellerie et aujourd'hui je travaille dans l'influence. Ok, super intéressant. Bah justement, est-ce que tu pourrais retracer ton parcours donc du lycée en passant par l'hôtellerie et jusqu'à aujourd'hui? Donc pour parler un petit peu de mon lycée, j'ai fait une filière STMG. Donc j'ai tout de suite voulu travailler et me rapprocher du monde professionnel. Mhm. Et suite à cette filière, j'ai fait un bachelor à l'école Vatel, donc une école de hôtellerie et restauration dans le Ok. milieu du luxe. Donc pendant ces 3 ans, j'ai appris pas mal de choses, notamment sur l'écoute, sur la relation client, sur les langues, etc. Pas mal de choses. Et j'ai fait des stages super intéressants, dont une saison à Courchevel. J'ai fait Waouh. un stage de 6 mois à Londres, dans un restaurant 2 étoiles Michelin. Donc c'était super intéressant et j'ai rencontré énormément de personnes. Et c'est là où je suis pris un peu de passion pour le réseau, pour les rencontres avec les gens. Et j'ai vu l'intérêt que ça pouvait avoir sur mon profil et aussi sur le parcours professionnel que j'ai construit juste après. Ok. Et ton école, du coup, tu l'as faite dans quelle ville? J'ai fait mon école à Nantes. J'avais fait ce choix-là pour éviter d'être à Paris juste après mon bac. J'avais envie d'une vie un petit peu plus étudiante où je serais un petit peu moins bloqué par l'argent. C'était Euh, vraiment un choix personnel. ouais, ouais. Et donc, du coup, j'ai fait l'ouverture de campus de l'école Vatel à Nantes, qui a ouvert en 2018, à la suite de mon bac. Mhm. Ça s'est très bien passé. J'ai fait des stages que j'ai adorés. Euh, je pourrais peut-être vous raconter des petites anecdotes, mais j'ai rencontré des gens absolument incroyables que j'aurais jamais pensé rencontrer dans ma vie. Et donc, du coup, suite à ça, j'ai eu un peu une lassitude de la restauration. Et j'ai aussi fait une très très belle rencontre, puisque j'ai une amie d'enfance qui s'appelle Élise, qui est sur les réseaux, qui est énormément suivie sur les réseaux. Ouais, je pense qu'il y Et en a qui, beaucoup qui la connaissent actuellement. peut-être, c'est Ouais. Élise tirée du bas CM pour ceux qui veulent aller voir. Donc c'est une fille que je suis beaucoup et que j'apprécie beaucoup, qui m'a fait rencontrer son manager, qui est aussi un directeur d'agence. Donc elle m'a fait rencontrer Thierry, avec qui ça a très très bien matché et avec qui on a décidé d'avancer ensemble et de travailler assez rapidement. Voilà, j'ai commencé à travailler avec Thierry pendant quelques mois, de mai à août, et puis ensuite il a décidé de me prendre en contrat d'alternance. Je suis encore en contrat d'alternance avec lui. Donc voilà. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un peu plus les insights de cette rencontre que tu as eue avec Thierry et qui a été le déclic d'un nouveau tournant dans ta carrière professionnelle finalement? Ouais, je peux tout à fait. L'histoire est assez drôle puisque je l'ai rencontré en mai 2021. Ok, Et en fait, juste avant ça, en novembre dernier, donc le novembre 2020, j'avais déposé une candidature spontanée auprès de Thierry, ok. qui recherchait Ok. plus ou moins des stagiaires, mais je l'avais fait un petit peu en retard. Et j'avais un profil complètement hôtelier, donc qui n'avait absolument rien à voir. Et moi, je lui ai dit, suite à mon bachelor, que vous me preniez en stage, en alternance gratuitement, peu importe, je suis hyper motivé. Et à ce moment-là, j'avais à peine prévenu mon amie Élise que j'avais envoyé cette candidature. Donc, il n'était pas au courant que je connaissais bien Élise, et Élise n'était pas au courant que j'avais envoyé cette candidature. J'ai fini par le dire à Élise, Élise en a un petit peu parlé à Thierry. Il s'est rien passé, puisqu'il a trouvé une stagiaire bien avant que j'envoie ma candidature. Mhm.
Et en mars-avril, Thierry envoie un petit message à Élise en disant: «J'aimerais beaucoup rencontrer Victor dont tu m'as parlé en novembre dernier». 6 mois après, il revient comme 6 ça. mois après, il revient en disant qu'il aimerait bien me rencontrer. Alors je j'ai pas trop compris, je pense qu'à ce moment-là, il recherchait quelqu'un pour l'aider. Quelqu'un de nouveau, Ça ouais. allait pas forcément plus loin. Mais il se trouve que, la petite candidature que j'avais fait en novembre dernier, qui n'avait absolument aucun rapport, a porté ses fruits puisqu'il est revenu et s'est souvenu de moi. Et donc du coup, on a organisé une rencontre, c'était lors d'un tournage d'une vidéo avec Élise, il y avait aussi Thierry et l'invité était Kev Adams et Cassandra Cano, donc on connaît bien Stylé. sur les réseaux. Ouais, carrément. Donc voilà, on s'est rencontrés lors d'un tournage et on a déjeuné ensemble avec Thierry. Ça a super bien matché et il a tout de suite eu confiance en moi. Il était et puis je pense qu'il y avait aussi la relation de confiance que j'avais avec Élise puisque, pour la petite histoire, Élise, son papa est un ami d'enfance de ma maman. Donc voilà, on se connaît très, très bien. Tout est lié, en fait. C'est un peu du pistonnage, mais au final, ça a porté ses fruits, très bien et j'ai aussi su construire une belle relation avec Thierry. Donc il m'a fait confiance et on s'est rencontrés pour le tournage en avril et en début mai, il a décidé de me prendre sous forme de stage, pour mai, juin, juillet et très rapidement, je lui ai parlé de mon alternance et de l'école où j'allais aller, donc c'est-à-dire l'IAE Gustave Eiffel. Et il s'est dit pourquoi pas prendre Victor en alternance. Il y avait aussi l'aide de l'État qui a pas mal poussé la chose, mais il s'est lancé, il s'est dit pourquoi pas. Et après, il a vu que j'étais motivé, ça l'a conforté et voilà. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à ta rencontre avec Thierry, en soi, moi aujourd'hui je travaille dans le recrutement, tu vois, et c'est typiquement ce qu'on conseille aux étudiants, en fait, quand vous faites quelque chose, faites-le bien, parce que si ça donne pas de résultat aujourd'hui, qu'est-ce qui vous dit que dans 3, 4, 5, 6 mois, il n'y aura pas un retour sur investissement, quoi. Et là, typiquement, Exactement. t'es la preuve par l'exemple, parce que c'est typiquement ce qui s'est passé, tu lui as envoyé une candidature, et finalement, il revient 6 mois après pour te dire, je me rappelle de toi, viens, on se rencontre, tu vois. Exactement. Et il se trouve que en novembre-décembre, j'avais en fait tous mes dossiers de candidature de prêt, puisque moi je savais que l'hôtellerie c'était cool, mais que je pouvais peut-être partir. Et puis à ce moment-là de l'année, je me suis pas dit que j'allais faire le master à Vatel. C'était plus ou moins sûr dans ma tête. Donc en fait, tous mes dossiers de candidature étaient prêts et j'avais soigné à fond la lettre de recommandation, les lettres de recommandation que j'avais pris auprès de mes profs, les CV, le truc. Et donc du coup, j'ai vu l'annonce un peu tardivement. En 24 heures, je lui ai répondu. Et donc le mec, il me dit, bah écoute, c'est super pro, mais je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas ce que tu as fait, ça n'a rien à voir avec Qui es-tu, mon métier. Victor? Et vraiment, vraiment. Et encore aujourd'hui, il le dit, et puis il le raconte en tant qu'anecdote, et c'est très vrai. C'est un gros pari sur moi, puisque je viens d'hôtellerie-restauration, si ce n'est la relation client ou l'aisance à l'oral ou je sais pas, le côté un peu commercial. Il n'y Mmh. a pas beaucoup de choses qui me rapprochent. Alors aujourd'hui, je peux faire des parallèles assez simples comme l'événementiel, comme le réseau, comme la mobilité, le fait de pouvoir se déplacer à droite à gauche. C'est des choses qui sont un peu liées entre l'hôtellerie et l'influence. Mais au moment où il m'a découvert, où il a découvert mon parcours, c'était un peu compliqué pour lui de se projeter. Donc c'est vrai que l'histoire est très belle de voir une candidature en novembre et de se dire, ok, en avril, il y a un mec, il était motivé, ça m'est égal de où il vient. Il était motivé. Ok, C'est le principal, voilà. c'est tout ce qui comptait. Finalement, enfin, l'hôtellerie, l'influence, c'est, 2 secteurs d'activité qui semblent, totalement opposés, mais, en termes de compétences et vu comment tu nous en parles, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent finalement. C'est juste que, finalement, tous les soft et les hard skills que tu vas le savoir-faire, le savoir-être que tu vas avoir dans un domaine, tu vas pouvoir le calquer dans l'autre domaine finalement. Exactement. Exactement ça, je m'en suis pas rendu compte au début. C'est-à-dire qu'au début, je voyais vraiment deux mondes différents et ça m'inquiétait un petit peu aussi parce que pour faire mon bachelor en hôtellerie, j'avais fait un emprunt étudiant, donc j'avais investi de l'argent et c'était un petit peu dur pour moi de me rendre compte qu'il n'y avait rien qui collait. Au fur et à mesure du temps et quand j'ai avancé en influence, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que j'avais appris pendant ces 3 dernières années que j'utilise aujourd'hui. Donc je vous ai parlé du réseau, je vous ai parlé de l'aisance à l'oral parce que l'hôtellerie, surtout l'hôtellerie de luxe, c'est une pièce de théâtre. Les choses sont millimétrées,
C'est Mmh. exactement ce qu'on dit, ce qu'on va faire, ce qu'on doit servir, ce qu'on doit proposer. Donc voilà, là, il y a une vraie aisance à l'oral que j'ai acquise et qui me sert énormément aujourd'hui quand je suis au téléphone, quand il faut annoncer des prix, quand il faut proposer un rendez-vous en 2 secondes, OK, on se voit la semaine prochaine. Voilà, il y a plein de choses qui me permettent d'être à l'aise et aussi par rapport aux langues, parce qu'il y a une grosse dimension internationale dans l'hôtellerie-restauration de luxe, puisque la plupart des clients qu'on serve en France ou à l'étranger sont pas français. Les personnes qui ont de l'argent ne sont pas forcément français. Donc, Mmh. il y a une très grosse importance donnée aux langues dans ces métiers-là. Et moi, aujourd'hui, je traite avec énormément de marques où mes interlocuteurs sont pas français. Donc là-dessus, je dois absolument m'adapter. Donc là-dessus, c'est aussi lié. Et par rapport au réseau, parce que j'ai commencé LinkedIn assez jeune. Mmh. Euh, OK. j'ai vu l'importance de LinkedIn assez rapidement. J'ai mon papa qui est sur le réseau et qui utilise LinkedIn pour son travail, qui m'avait pas mal formé, qui m'avait montré un petit peu comment ça fonctionnait. Et très tôt, j'ai fait mon profil sans forcément l'étayer et mettre énormément de détails, mais j'ajoutais. Je faisais un petit stage, je faisais une petite semaine, le maître d'hôtel, le directeur de restaurant, le directeur commercial que j'avais rencontré, je les ajoutais. Je me suis dit peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, si j'ai besoin d'un taf, yeah, tu te souviens, on avait travaillé ensemble. Au moins je l'ai et il peut pas ne pas se souvenir de moi. Il Mmh. voit ses actualités, il voit mes actualités. Et je le voyais vraiment comme ça parce que quand j'ajoutais des gens que j'ai vus à Courchevel, je les reverrai peut-être plus jamais de ma vie. Ouais. Et j'avais cette trace de pas avoir son numéro de téléphone, d'être connecté sur un réseau professionnel. Et ça, je m'en suis rendu compte et je me suis dit que ça devait devenir une force pour moi. Et c'est là où j'ai fait énormément de lien entre l'hôtellerie et l'influence, puisque l'influence, c'est complètement du réseautage. Et je peux travailler avec une marque en septembre, ne plus travailler avec eux pendant 6 7 mois et me dire, hey, c'est la fête des mères le 29, le 29 mai. Peut-être les recontacter, ils font des bijoux assez sympas. Et bah ouais, mais au moins j'ai leur contact. Et derrière, ça facilite énormément les choses. OK, super intéressant de voir, ton utilisation de LinkedIn parce qu'en ce moment, bah, heu, la tendance, je dirais, elle est plus à la création de contenu et finalement, toi, encore aujourd'hui, tu es sur une utilisation assez basique de LinkedIn, c'est-à-dire te connecter avec des personnes que tu as pu rencontrer dans le domaine professionnel, juste pour garder un lien de contact et pouvoir, revenir éventuellement vers elles, au moment voulu. Exactement. J'ai pas un profil très actif, au plus grand regret de certains de mes amis. Mais je suis actif de par le réseau et de par les personnes que j'ajoute, que je rencontre dans ma vie. Et je fais l'effort à chaque fois que je fais un rendez-vous, à chaque fois que je fais un appel, de refaire une petite recherche LinkedIn et de connecter. Au début, on peut avoir peur de se dire ah, elle a vu que j'ai vu son profil. Oui, bon, non, je connecte et puis derrière, si ça passe très bien, si ça passe pas, ça passera la semaine prochaine. T'as bien raison. En fait, t'as juste rien à perdre. T'as juste rien à perdre Exactement, et ça te permet de rester dans la tête des gens. Et bah ouais, comme tu l'as dit, en fait, de reconnecter plus tard, quoi. tout à fait. Quand tu t'es, dirigée vers l'influence après, ton bachelor en hôtellerie, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui t'a dit: «Ouais, l'influence, être manager, dans l'influence», parce que c'est ce que tu es aujourd'hui, tu es un manager de l'influence, des influenceurs, talent manager en anglais. Qu'est-ce qui t'est dit: «Bah, vas-y, je vais tester, le milieu de l'influence», qu'est-ce qui t'a intéressé finalement? Moi, ce milieu de l'influence, je le connaissais sans trop le connaître parce que je suivais un petit peu professionnellement mon amie Élise qui, de temps en temps, m'envoyait des contrats, des briefings. Donc j'avais quand même une idée assez précise de ce qui s'y passait. Mais sur le métier en lui-même, j'y connaissais absolument rien. Et en fait, juste après mon bachelor en hôtellerie, j'ai été conseillé par à droite, à gauche. On me disait oui, c'est bien que tu fasses un bachelor, oui, c'est bien que tu fasses un master, que tu continues à faire un master, ou que tu t'arrêtes là. Le master, ça va pas t'apprendre plus de choses. Donc voilà, j'étais un peu cerné sur le fait que j'avais fait un petit peu mon temps en hôtellerie et que si je voulais apprendre des choses, ce serait plus sur le terrain qu'en master. Donc moi, j'ai essayé de regarder à droite à gauche, de voir ce qui s'est passé. J'étais hyper intéressé par le digital, mais c'était encore flou. Est-ce que j'allais me lancer là-dedans? Encore une fois, j'avais cette pression de me dire il faut que je rembourse mon emprunt et ce serait cool que l'investissement que j'ai fait, j'y travaille plus tard. Donc ça avait un vrai
il y avait un vrai poids pour moi de me dire que j'avais investi de l'argent, il fallait que je continue dedans. Et en fait, il y a vraiment eu cette rencontre qui m'est un peu tombée dessus puisque, de novembre à avril, moi, j'avais un petit peu oublié, cette histoire. Pas oublié, mais je m'étais dit: «Bon, bah, peut-être que dans une autre vie ou alors après mon master, j'aurai peut-être une opportunité là-dedans, une rencontre sympa, mais c'est pas pour maintenant». Et et tout est allé très, très vite. La rencontre, le fait que Thierry veuille travailler avec moi et les études que j'ai trouvées, plus ou moins en rapport puisqu'il fallait quelque chose de général. Et je me suis lancé là-dedans en me disant: «Est-ce que tu as envie de le faire? Oui, fais-le». C'était vraiment la logique était, vraiment implacable, il y avait rien d'autre. À C'était l'audace. l'hôtellerie, tu as aimé, tu as passé du bon temps, j'ai adoré et en fin de compte, l'hôtellerie, j'ai adoré, mais je m'y voyais pas dedans. Professionnellement, et socialement, ça m'allait pas du tout. Les week-ends, les jours fériés, les soirs, les coupures, c'était pas quelque chose que j'appréciais ou alors je me disais qu'il faut que je travaille dans les bureaux. Je me voyais pas trop, j'arrivais pas trop à me projeter et j'ai vraiment eu cette rencontre et je me suis dit: «L'influence, tu as envie, vas-y». Surtout que c'est un milieu très fermé, c'est un milieu qui est quand même très bouché, où il y a beaucoup de relations, de pistonnage, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc c'est un peu, je l'ai vraiment vu comme une chance dès le début, une opportunité qu'il fallait que je saisisse, vraiment et ça s'est passé de cette façon-là. OK, super, super intéressant. Et l'agence, donc aujourd'hui tu travailles au sein de l'agence Babylone, c'est ça? L'agence Babylone, comment elle est née? Depuis quand elle est née finalement? Depuis quand elle existe? L'agence Babylone, du coup, elle est née il y a 2 ans et demi. Elle est née en février 2020. Elle a été créée par Thierry Gradoni, qui est un Lillois. Et l'histoire est assez sympa, puisque Thierry Gradoni, qui a aujourd'hui 53 ans, a une fille, Janelle, qui est influenceuse, qui a aujourd'hui 16 ans. Et à l'âge de 11-12 ans, Janelle avait plus d'1 million sur YouTube. C'était une fille vraiment suivie. Elle s'appelait Une Petite Jajou, pour ceux qui connaissent peut-être. Elle avait plus d'1 million sur YouTube et elle était signée chez Webedia. Toutes les marques voulaient travailler avec elle. Elle a fait des meet-up avec Squeezie, avec Natou. Enfin, elle a vraiment une histoire dans l'influence. Elle a décidé aujourd'hui de tout arrêter, mais elle a encore un petit de tout arrêter YouTube, mais elle est encore un petit peu sur les réseaux. Et du coup, Thierry, suite à la signature chez Webedia, il a décidé de gérer tout seul Janelle, qui avait à cette époque 12-13 ans. Et Janelle avait des amis sur les réseaux qu'elle s'était fait, donc des influenceurs qui étaient aussi majeurs, mineurs et qui avaient son âge. Et Thierry a décidé, avec plein de questions de la part des amis de Janelle, de s'occuper un petit peu de Janelle et ses amis. Donc il a été pendant 2 ou 3 ans agent indépendant. Et ensuite, il a décidé de monter sa structure, donc il y a 2 ans, donc l'agence Babylone. Donc on est basé sur Lille et sur Paris. L'agence Babylone, ça a grandi énormément et d'une année à l'autre, c'est pas la même chose. Moi, j'ai rejoint Thierry en mai 2021 et il était tout seul à ce moment-là. Aujourd'hui, on est une équipe de 5. On a une sixième personne qui nous rejoint en septembre prochain. Et on travaille avec énormément de marques, avec beaucoup d'agences. Et voilà, ça grandit énormément. Il y a plein de choses qui se passent. Et l'agence Babylone devient un petit peu incontournable quand il s'agit de communication sur TikTok. Donc nous, on est assez spécialisé sur la plateforme TikTok. OK. OK, donc vous avez, des talents à manager qui sont assez jeunes en conséquence, j'imagine? Exactement. Aujourd'hui, on a 35 talents. Donc ils sont sous contrat d'exclusivité. Ça veut dire qu'ils sont obligés de travailler avec nous quand il s'agit d'une collaboration avec une marque. OK. Donc on a des contrats de 1, 2 ans ou 3 ans tacitement reconductibles. C'est comme ça que fonctionne la plupart des agences. Et donc du coup, nous, notre rôle, c'est de mettre en relation les influenceurs et les marques. On est représentant commercial de ces influenceurs. Donc que ce soit pour une collaboration rémunérée ou une collaboration avec des dotations, c'est par nous que ça va passer. Donc l'influenceur, en théorie, n'a aucun contact à avoir avec la marque. Mmh. Et donc, on a des influenceurs qui sont très jeunes. On a notre plus jeune, elle a 14 ans, donc ça fait quand même très jeune. Ouais. Sur 35 influenceurs, on en a 8 environ qui sont mineurs.
Et en termes d'abonnés, c'est là où c'est assez cosmopolite, ça va de 50 000 abonnés jusqu'à 4,7 millions. OK. C'est pas mal. Donc c'est assez conséquent. C'est clairement pas C'est des mal. communautés quand même qui sont énormes et c'est des profils souvent qui sont assez recherchés. Donc voilà. En termes de sélection, en fait, chez Babylone, hem, comment Thierry, comment vous faites pour choisir les influenceurs avec lesquels vous allez bosser? Est-ce que c'est eux qui vous contactent en vous disant: «J'aimerais avoir une agence, pour bosser avec moi?» ou est-ce que, c'est vous qui repérez un influenceur et vous vous dites: «OK, lui, il remplit tel et tel critère, du coup, faut qu'on bosse avec lui»? C'est assez marrant parce que c'est une question qui revient hyper souvent et beaucoup de personnes nous demandent: «Mais comment vous faites pour les recruter?» Et bah, c'est un peu tout ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent nous voir dans les DM et qui nous disent: «Comment vous recrutez?» Des influenceurs qui Mmh aimeraient mh. bien rentrer en agence. Il y en a qui cherchent des agences, donc vraiment ils contactent les agences qui leur plaisent et cetera. Nous, sur le système de recrutement, on marche énormément au coup de cœur. Maintenant j'épaule pas mal Thierry sur, ses décisions et sur ce qu'il fait, en termes de recrutement. Donc il me demande mon avis à chaque fois et ça marche vraiment au coup de cœur. Nous, l'intérêt, ça va être un petit peu cru, mais il faut qu'on y voit un intérêt économique. C'est-à-dire que quand on voit un profil, une jeune fille, un jeune homme, peu importe l'âge, peu importe le réseau, il faut qu'on se dise: «OK, moi je pense déjà que je pourrais la placer sur telle campagne. Je pense déjà qu'elle pourrait plaire à telle marque. Ah, tu te souviens, il y a 6 mois, il y avait un brief, on cherchait une fille un peu comme ça». Voilà, il faut vraiment qu'on essaye de voir un intérêt économique puisque, prendre un influenceur en plus dans notre agence, c'est pas anodin. Ça demande du temps et nous derrière, on essaye de travailler pour que l'entreprise soit pérenne. C'est vraiment l'objectif puisque les réseaux, c'est quand même assez, c'est un petit peu compliqué de percer dans ce milieu, mais surtout d'être pérenne, d'avoir une entreprise pérenne et de continuer. Donc il y a vraiment l'intérêt économique qu'on essaie de voir et puis on marche au coup de cœur. Il faut que l'image de l'influenceur match, il faut que les abonnés et surtout, le taux d'engagement soit intéressant. Mmh. Le taux d'engagement pour ceux qui savent pas, hem, c'est comment expliquer? Le taux d'engagement, Les c'est interactions qui peuvent exister, entre l'influenceur et sa communauté? exactement, c'est, l'évaluation de la communauté de l'influenceur. Mmh. Savoir si la communauté regarde les stories, publie, partage, commente. Est-ce qu'ils envoient des messages? Est-ce qu'ils visitent le profil? Toutes ces stats-là, on les demande aux influenceurs qui peuvent nous intéresser, qui sont intéressés de rentrer dans l'agence. Et nous, on les étudie, on regarde si ça peut matcher. Et encore une fois, on regarde si le taux d'engagement, si le nombre d'abonnés, si l'image, si le nombre de posts est intéressant. S'il y a une personne qui a des très bons taux d'engagement, mais qu'elle publie une photo sur Instagram une fois tous les 4 mois, c'est compliqué. Parce qu'il y a des C'est sûr. marques qui disent: bah oui, mais elle n'est pas active. Donc en fait, ça représente, enfin, la communauté, elle a été active il y a 4 mois, mais si ça se trouve, aujourd'hui, ce ne sera pas la même chose. Mmh. Donc voilà, OK. il y a plein de facteurs qui rentrent en compte dans notre recrutement et on s'oblige jamais à prendre un profil qui nous plaît pas forcément, où on se dit: «Ouais, pourquoi pas?» C'est tout le temps réfléchi et on essaye de faire en sorte d'avoir une équipe, assez, assez cosmopolite aussi parce que, là aussi, dans notre relation avec les marques, quand il s'agit de répondre à des briefings et de proposer des influenceurs pour les castings, si jamais ils recherchent, admettons, une jolie fille blonde entre, 14 ans et 17 ans. Moi, si j'en ai 15, on va se dire que c'est bien, mais en fait, elles sont toutes sur le même créneau. Donc c'est Mmh. compliqué en fait d'avoir, des profils qui se ressemblent énormément. Et alors sur les réseaux aujourd'hui, d'une influenceuse à une autre, on pourrait parfois dire qu'elles sont sœurs. Donc il y a des profils vraiment qui se ressemblent beaucoup et c'est pas forcément une force parce que si elles sont exactement sur le même créneau, ça va un peu se tirer la bourre et sur les collaborations, ça peut être compliqué d'en placer une et pas l'autre, mais voilà. Donc on essaie de pas prendre tout le temps les mêmes profils, si on a quelques danseurs, on va pas en prendre 15, donc voilà. OK, donc en fait, c'est important pour vous, en tant qu'agence, d'une part, d'avoir une certaine hétérogénéité, je vais arriver à le dire, des profils et d'autre part, quand vous faites votre sélection, tu disais que c'était un peu cru, mais pas tant que ça, parce que si vous sélectionnez une personne alors que, bah, vous ne lui serez pas utile finalement.
parce que Complètement. vous n'arrivez pas à trouver les bonnes marques, ça la dessert, même si de base elle voulait aller avec vous. Si elle arrive pas à faire décoller sa carrière avec vous, bah, c'est un contrat qui sera hélas, pas assez fructueux pour elle. Complètement. Nous, quand on contacte les influenceurs, donc les majeurs, on les contacte directement, les mineurs, on les contacte et puis ensuite on rentre en relation avec les parents. Mmh. On fait des appels avec les parents, on les rencontre parfois. L'intérêt, il est de savoir ce que l'influenceur va nous apporter et ce que nous, on peut apporter à l'influenceur. Si c'est une petite influenceuse, admettons parisienne, qui n'est pas énormément suivie et qui veut être en influence dans une agence pour accéder à des événements, à des avant-premières, à des soirées, etc. Nous, intrinsèquement, ça ne nous sert pas à grand-chose parce que moi, c'est un petit peu du temps perdu parfois de dire ok, tu peux mettre celle-ci, celle-ci. C'est-à-dire que sur 6 mois, elle va pas m'apporter beaucoup de chiffre d'affaires. À côté de ça, pour une autre influenceuse qui bouge à fond, qui va être sur les réseaux pour structurer ses collaborations parce qu'elle a beaucoup de marques qui la contactent, là, ça peut nous servir. Et elle, ça lui sert parce que, pour plusieurs raisons, soit elle est jeune et elle sait pas faire, elle n'a pas le temps de faire ça et elle sait pas faire, ou soit elle en a beaucoup trop et donc du coup, il faut structurer les demandes. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ont 15-16 ans, qui ont 10 mails par jour. Et donc, c'est très chronophage déjà pour les parents, parce que parfois les parents ont un métier, donc c'est pas leur métier de s'occuper Mmh. de leur carrière pro, de la carrière pro de leur fille. Et les influenceurs ou influenceuses qui sont très jeunes, ils sont à l'école, ils sont au lycée, ils sont en études supérieures. Donc là-dessus aussi, c'est un peu compliqué de gérer. Donc ils cherchent des agences pour structurer vraiment leurs demandes. À savoir que nous, on est une agence qui a des influenceurs très très jeunes. Donc tous nos jeunes quasiment sont scolarisés, sauf les plus âgés qui ont 24 ans. Ils sont OK. tous scolarisés. Donc ça, c'est assez important pour nous. On essaye d'apporter vraiment cette authenticité. Et puis, quand tu vends un profil à une marque et tu lui dis, bah ouais, mais il peut pas poster le mardi et jeudi, il est en cours. C'est tout à fait compréhensif. Enfin, la marque n'a aucun jugement là-dessus. Et au contraire, on se dit, bah ok, elle a la tête sur les épaules. Tout ça pour dire qu'au final, il y a toute une orga, tu vois, à avoir au niveau de l'influenceur et entre l'influenceur et la marque, sachant que bah, ils ont des choses à faire à côté parce que souvent ils sont jeunes et en fait, de base, ils ont une autre vie que juste leur vie d'influenceur, quoi. Ils ont autre chose à gérer, les cours, etc. Et ils ont toute une partie à gérer de leur côté un peu plus perso, qui est super importante et à prendre en compte en soi. Complètement. Et quand ils sont jeunes, ils ont l'école, ils ont la famille, ils ont les amis, ils ont parfois les petits copains ou petites copines, ils ont le sport. Et à côté de ça, il y a l'influence qui peut être un petit plus pour certains, un gros plus pour d'autres. Mais il faut vraiment que nous on les pousse vraiment à déterminer leurs priorités. Alors l'école, ça en est vraiment une pour nous. On fait en sorte que les réseaux ne passent pas avant l'école. Bien Mais sûr. ils ont toute une vie autour et c'est vrai que ça, il faut en prendre conscience parce que pour des influenceurs qui sont très jeunes, on peut vite se perdre en fait. Mhm. On peut vite être attiré par les réseaux, par la fame, par l'argent. Donc là aussi, nous, on a un rôle un peu pas de papa, hein, mais D'encadrant? d'encadrant, exactement, Clairement. pour les aider à se structurer professionnellement, mais surtout à ce qu'ils ne prennent pas la grosse tête, à les faire redescendre là, quand ils se sentent un petit peu trop haut, quoi. OK. Ok. Moi, il y a une question depuis le début qui me chatouille le cerveau. Hem, Tu en mai 2021, donc il y a exactement, là, à l'heure où on enregistre, 1 an. Hem, donc tu travailles auprès de Thierry. Comment ça se passe tes premiers pas en tant que talent manager et aujourd'hui, comment tu sens, au bout d'un an, que tu as évolué? C'est une très bonne question, merci petit. Alors, il y a un an, quand j'arrive, je découvre le monde pro de ce milieu. Donc le monde pro, au vrai sens du terme, c'est-à-dire le démarchage, la négociation, la contractualisation, les livrables, etc. Donc je redécouvre vraiment le monde pro. Thierry, du coup, mon patron qui est à Lille, et moi j'étais à Nantes à ce moment-là. Donc vraiment, il y a de la distance. Et j'avais prévu de venir à Paris l'année d'après, donc ça allait être un petit peu mieux. Mais sur ces premiers mois, on était vraiment à distance. Donc on communique énormément par WhatsApp,
il essaye de me former, il me forme, hein, je dis: «Il essaye», mais il me forme. Il m'explique un petit peu les rouages, comment ça fonctionne. Alors, on a un gestionnaire de mails pour gérer tous les mails, c'est là où on reçoit les mails des influenceurs. Donc il me crée mon mail, il m'explique un petit peu, vraiment les rudimentaires, un peu les bases et il m'invite à aller sur son mail à lui et d'aller fouiller les échanges entre lui et les marques. Donc il me demande OK, il y avait une conversation intéressante avec, Jennifer. Va Mmh. voir un peu ce qu'on a dit. Voilà, donc je vais voir, rien que les formulations, le ton, le tutoiement, la façon d'aborder les prix et cetera et cetera. Donc voilà, il me dit de fouiller vraiment les échanges de mails et c'est un peu comme un tuto YouTube. C'est là où j'ai appris la façon dont on pouvait avoir, un contact avec une marque, que ce soit très cordial ou alors, beaucoup plus amical. Mais c'est là où j'ai vraiment, su structurer, et appréhender comment je pouvais contacter des marques. Et dans un second temps, hem, moi, quand je suis arrivé, on avait une vingtaine d'influenceurs, donc rien à voir avec, aujourd'hui. Dans un second temps, il m'a donné des influenceurs que j'allais gérer. Donc on avec notre gestionnaire de mail qui s'appelle Yonos, moi j'ai mon mail principal et en dessous il y a, Inès, Candice, Juliette et cetera. Les influenceurs qu'il m'avait, donnés pour gérer et donc je gère mes mails avec, et à chaque fois je lui pose la question: «OK, j'ai reçu un mail de Chine, il faut que je réponde quoi?» Mais c'était vraiment ça et moi j'apprenais et j'avais encore des étoiles dans les yeux. «Oh, il y a Rhinoshield qui nous a contactés, on fait comment? Je fais quoi?» Je panique et vraiment j'étais sur mon bureau, sur mon ordi à Nantes, je savais pas quoi faire. Donc et c'était vraiment, et puis c'était, c'est un petit enfant qui regarde un jouet quand quelque chose qui lui plaît, tu vois? C'était Mmh. vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce moment-là parce que j'ai découvert des choses et des choses que j'appréciais, et des choses que j'adorais faire et encore une fois, j'avais pas l'impression de travailler. Aujourd'hui, j'ai toujours pas l'impression de travailler quand je me mets derrière mon ordi et que je réponds à des mails. Et donc du coup, pour faire la différence entre ce que j'ai vécu au tout début et ce que je vis aujourd'hui, heu, intrinsèquement sur le fonctionnement et sur ce que je fais, ça a pas beaucoup évolué sur mes missions. Je vais parler vraiment pour la gestion de mails, pour le contractualisation et cetera et cetera. Maintenant, je gère un panel d'influenceurs qui est beaucoup plus élevé, avec des très gros influenceurs. Donc là-dessus, ça c'est une question de confiance, c'est une question de responsabilité où Thierry, il a su me faire confiance et on a avancé de cette façon-là. Et au sein même de l'entreprise, j'ai pris une place un peu plus importante aussi, puisque maintenant, j'aide beaucoup Thierry dans ses décisions. C'est moi qui organise tous les rendez-vous, c'est moi qui m'occupe, voilà, de contacter les marques pour des rendez-vous, des agences pour des rendez-vous, et je prends aussi part dans le management un petit peu de l'agence puisque on organise des séminaires, on avait fait quelques événements avec les influenceurs, donc c'est moi qui essaie de dynamiser un peu la chose. Sur les événements à Paris, c'est moi qui ai repris contact avec toutes les agences pour essayer de changer les choses. J'en avais pas mal parlé avec Ipti ici. On avait vu ensemble parce que j'ai créé une base de données qui n'existait pas à ce moment-là, puisque je rappelle Thierry était tout seul avant. Donc la base de données, c'était son téléphone et sa tête. Et donc voilà, j'ai essayé de structurer les choses pour que ça fasse plus professionnel, mais surtout penser au futur. Moi, quand j'ai proposé par exemple cette base de données à Thierry, je lui ai dit, moi, la semaine prochaine, ça va pas me servir. Dans 2 mois, ça va pas me servir. Mais en septembre prochain, quand il y a un alternant qui va arriver, bah là, ça sera intéressant. Ouais, il Mais y aura de la ressource pour lui quand il va arriver, quoi. exactement. Et je me suis rendu compte, il y a beaucoup de choses qu'on a mis en place avec Thierry. Et c'est ce genre d'outil, tu peux faire sans, mais quand il existe, tu fais mieux. C'est ça, Ouais, Donc exact. ça paraît pas indispensable quand tu l'as pas, ouais. mais quand tu l'utilises, tu te dis: «Mais comment je faisais avant?» Enfin, Mmh. Ouais. c'est beaucoup plus simple maintenant. Donc c'est assez c'est là où c'est gratifiant, je trouve, parce que, hem, tu peux mettre des choses en place qui se verront pas, tu verras pas la différence sur 2, 3, 4 mois, 6 mois, Mmh. mais dans 2 ans, tu te dis: «Waouh, OK, voilà, ça a vraiment de l'intérêt, quoi». Ouais, en fait, il y a un peu cette vision moyen, long terme et d'un autre Exactement, côté, il y a cette volonté, d'imprégner votre activité, non pas d'efficacité, parce que je pense que même sans la base de données, vous pourriez réussir, mais d'efficience, c'est-à-dire arriver à atteindre exactement. votre objectif,
avec le moins de ressources possible, que ce soit des ressources financières, humaines ou temporelles. Et en matière de communication, on a dû faire fort aussi, parce qu'en fait, on est tous à distance. Donc la base de données, elle devient indispensable. Moi, si jamais, Thierry, il a un souci, il est pas joignable pendant 12 heures, que j'ai besoin d'un contact, c'est pas possible. Mmh, Donc là aussi, on a essayé de créer quelque chose qui allait au fait que, heu, on soit pas dans la même ville, on soit pas dans les bureaux le matin ensemble et qu'on puisse avancer tout en étant à des centaines, des milliers de kilomètres, peu importe. ouais. Hem, Victor, on arrive, vers la fin de cet enregistrement, de ce podcast. On a encore quelques petites questions, pour finir de te cuisiner. Finalement, donc toi, tu as un peu un modèle, entrepreneur, intrapreneur, mais tu es avant enfin, tu pas avant tout, mais tu es aussi plutôt étudiant. Hem, Quel serait pour toi l'avantage, mais aussi l'inconvénient, d'être dans ce modèle-là, quand on est étudiant? Hem, En termes d'avantages, je vais dire que, je trouve qu'il y a une communauté qui commence à se créer et ça devient assez important pour les gens qui se lancent. Il y a une communauté d'étudiants entrepreneurs. Bon, votre podcast est fait pour que, ça se dynamise un peu plus, C'est ça. mais je trouve qu'il y a une communauté et puis c'est des sujets de discussion qu'on peut avoir facilement. Finalement, nous, dans un groupe, d'étudiants comme, ma classe, on peut retrouver 2, 3, 4 personnes qui ont cette même démarche d'entreprendre. Ouais. Donc c'est assez intéressant parce que, on échange des expériences, on échange, les petits tips, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'ils ont grandi, comment est-ce qu'on peut grandir encore plus. Mmh. Donc là-dessus, je trouve que c'est un vrai avantage. Au niveau des inconvénients, il y en a un peu plus malheureusement. Il Peut-être y a que ça toujours. évoluera aussi. Ouais, j'espère. Heu, on a une mauvaise connaissance de comment faire, comment s'y prendre. Moi, je vais parler surtout sur le plan statut juridique. J'ai l'impression d'être mal accompagné, en fait, de pas savoir les choses et de pas réussir à trouver des réponses. Donc je trouve que c'est un peu compliqué, il faut persévérer à fond. Mmh. Et au niveau des inconvénients aussi, ça va être indéniable, c'est au niveau du temps de travail. Ça, c'est compliqué parce que, je sais même pas si c'est une question d'organisation, c'est plutôt une question, hem, de c'est pas à nous forcément de s'adapter, mais c'est mal mis en place et il y a pas assez de reconnaissance aujourd'hui, je trouve, des étudiants entrepreneurs Ouais. qui demandent et qui ont besoin de plus de temps pour entreprendre, pour Mmh. travailler, pour avancer sur leurs projets. Et s'il y avait déjà 5 heures de prix à la semaine ou de bloqué pour des étudiants pour qu'ils développent leur projet, ça changerait déjà tout. Donc il Ouais. y a pas besoin de faire une révolution, de changer des lois, il y a pas besoin de ça. Il y a besoin de quelque chose d'assez simple, juste pour qu'ils soient pris en considération, qu'il y ait un petit peu de reconnaissance parce que, c'est quand même la force des étudiants entrepreneurs aujourd'hui, c'est de créer des entreprises qui peuvent fonctionner, qui sont souvent viables et qui ont des projets hyper intéressants Mmh. et là-dessus, je trouve qu'il y a un vrai manque de reconnaissance. Ouais, pour le Clairement, ouais. coup, ouais, c'est important de choisir, le bon master en conséquence. Mais aussi, je me dis, enfin, si tu vas dans un master entrepreneuriat et que tu as, 8 heures d'entrepreneuriat, machin, dans ton cursus, tu te retrouves que entre étudiants entrepreneurs et je trouve dommage de, voilà, construire des cercles comme ça. Moi, j'aimerais bien que on soit aussi un peu mélangé avec des étudiants qui ont d'autres aspirations et qui n'aspirent pas à l'entrepreneuriat parce que tu peux aussi apprendre beaucoup d'eux C'est vrai, et que finalement, pour ces étudiants qui ont un peu une âme entrepreneuriale, qu'ils puissent avoir un aménagement d'une manière ou d'une autre. Alors logistiquement parlant, ouais, c'est compliqué, mais tout est compliqué, tu vois? Et si on fait rien, aujourd'hui, ça bougera pas, ça fera pas c'est vrai. bouger les lignes. Mais je trouve que, bah, je te rejoins parfaitement et hein, sur le fait que c'est intéressant d'avoir des discussions avec des personnes qui sont pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais je pense qu'il y a des gens qui ont une âme entrepreneuriat et qui savent même pas encore. Ouais. Moi, à titre d'exemple, rien que moi, hein, moi quand vous m'avez proposé tous les 2 l'interview, je me disais: «Mais je suis pas entrepreneur, pourquoi je crée pas d'entreprise?» Mmh. Et je comprenais pas et en fin de compte, je suis étudiant entrepreneur et voilà, il y a pas de débat là-dessus, mais il y a des gens qui ont certainement cette fibre, cette envie de travailler, cette envie de se développer professionnellement et qui sont freinés par pas mal de choses
qui leur permettent pas de se rendre compte que, en fin de compte, ils pourraient, se développer plus là-dessus qu'avec des cours de master, avec des cours Ouais. de BTS. Parce qu'on peut commencer très tôt, il y a pas de Mmh. règle. Il n'y a pas de règle, exactement. Ouais, exactement. Et si tu devais donner par exemple, un seul conseil à un étudiant, bah, qui nous écoute là, qui commence à comprendre qu'il a une âme entrepreneuriale, mais qui hésite, pardon, à se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais en un conseil? Moi, j'ai un seul conseil, c'est DM des personnes que tu vois sur LinkedIn et qui ont une petite expérience là-dedans. C'est eux qui vont t'apprendre les choses, c'est eux qui vont t'apprendre les rouages, qui vont te donner les conseils, les armes pour le faire. C'est pas les sites internet, c'est pas les conseillers au téléphone. Regarde les personnes qui sont actives et Des DM-les. doueurs, comme on dit. Exactement. Clairement, clairement. C'est Profite de pas. leur expérience, profite de leur activité, du fait qu'ils soient actifs sur les réseaux pour apprendre toi. C'est là où tu vas apprendre le plus. Typiquement, clairement, c'est ça. Ça me fait penser à, à certains profs de cours, tu vois, où tu penses que c'est eux qui vont t'apprendre les meilleures choses, alors que parfois, ils sont plus en activité, tu vois, donc ils sont plus vraiment dans Exactement. l'air du temps. Donc, ouais, t'as totalement raison. Discuter avec des personnes qui font les choses, en fait. Donc, des doueurs. Mmh, Complètement. On va pas mieux apprendre avec des personnes qui sont dans le milieu actuellement, qui vivent peut-être des galères que tu vas vivre dans 6 mois, mais tu ne referas pas peut-être ces mêmes erreurs ou tu t'y prendras différemment, mais va discuter avec des gens qui entreprennent. C'est la meilleure chose. carrément. Avant qu'on se quitte malheureusement, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur, internet? Eh bien, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Victor Kerwas, c'est marqué sur le titre de ce podcast. Ouais, Et vous pouvez, on mettra le lien de LinkedIn directement, comme ça ils arrivent, trop sur ta cool, page merci et ils peuvent beaucoup. se connecter. Et vous pouvez me retrouver également, vous pouvez retrouver l'agence sur les réseaux sociaux. Donc c'est Mmh. l'agence Babylone. On a aussi un site qui est super bien. Donc voilà. Ouais, qui vient d'être, refait en plus, il me semble. Exactement, on a C'est fait une refonte super de beau. site, Mmh. on a bien travaillé sur la communication là, ça rend plutôt bien, on est très fiers. Et Stylé, je bah, vais aller top. checker ça, du coup. Ouais, Trop cool. merci beaucoup Victor pour ton temps, merci pour, ton partage, ta super expérience. Merci à vous de m'avoir accueilli. Avec plaisir. On se dit à plus tard alors. Merci, Victor. Salut, bonne journée. Allez, ciao. Ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.